Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va vraiment plonger dans un cas fascinant, celui du footballeur sénégalais Pape Makhtar Sarr. Bonjour. Oui, c'est un cas qui divise beaucoup. Et c'est ça qui est intéressant. Exactement. On a sous les yeux des documents assez contradictoires. D'un côté, un texte très très critique qui s'intitule Le déclin de Pape Makhtar Sarr. C'est presque à charge. Et de l'autre, j'imagine, des choses plus factuelles. C'est ça, des analyses tactiques, des statistiques de performance et même des extraits de conférences de presse de son coach. Donc deux sons de cloche complètement différents. C'est un cas d'école parfait, en fait. On a une critique très subjective basée sur l'impression, sur des concepts un peu flous comme le leadership, Mhm. et en face, on a des données froides, des analyses de système qui, elles, racontent une autre histoire. C'est un vrai choc des perspectives. Tout à fait. Et donc notre mission aujourd'hui, ce n'est pas de dire qui a raison ou tort. C'est plutôt de décortiquer ces arguments. De comprendre pourquoi les avis divergent autant. Voilà, essayez de voir ce que ça nous dit sur ce qu'on attend d'un joueur de ce calibre en 2025. Allez, on commence par le début, par la critique la plus dure. Celle qui a mis le feu aux poudres. C'est ça. Le texte Le déclin de Pape Makhtar Sarr lance son attaque sur un constat qui se veut simple. Le joueur est, je cite, devenu remplaçant en club et en équipe nationale. L'argument de base. Le point de départ. Oui. Et l'auteur insiste, il dit malgré son ancienneté. Pour lui, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est la preuve d'une baisse de niveau. C'est un angle d'attaque classique, et c'est efficace. Dans le monde du foot, le banc de touche, c'est un symbole très fort. Ah oui, c'est clair. C'est souvent vu comme une sanction, une perte de confiance. Pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur, voir un joueur qu'on connaît ne pas commencer un match, c'est le premier signal d'alerte. Le raccourci « il ne joue pas, donc il est moins bon » est très très tentant. Mais c'est là que ça devient intéressant de confronter les sources. Est-ce que c'est vraiment un signe de déclin? Justement. Parce qu'on a une autre analyse d'un site qui s'appelle l'analyste tactique qui propose une lecture complètement différente. Qu'est-ce qu'ils disent eux? Eux, ils rappellent que Sarr, il évolue à Tottenham. On parle du championnat le plus exigeant du monde. Et là-bas, la rotation, c'est la norme, pas l'exception. Bien sûr. La gestion d'effectifs. Voilà, pour cet analyste, être un joueur important dans la rotation d'un top club anglais, ce n'est pas un déclin. Au contraire, c'est la confirmation qu'il a un très, très haut niveau. Et c'est un point absolument crucial. La notion de titulaire indiscutable, elle a beaucoup changé. Hmm. Dans les effectifs pléthoriques des grands clubs, on gère les temps de jeu, on prévient les blessures, on s'adapte à l'adversaire. Le statut de remplaçant n'a plus du tout la même signification qu'il y a 20 ans. Ça peut être purement tactique. Exactement. Ça peut être contextuel. La première source, elle voit un problème individuel, là où la seconde voit une logique de collectif. C'est fondamental comme différence. Donc ce premier constat est déjà sujet à interprétation, mais la critique, évidemment, elle ne s'arrête pas là. Ah non, ce serait trop simple. Elle quitte le factuel pour attaquer le joueur sur sa personnalité, sur son caractère. Et c'est là que je trouve ça devient vraiment mordant. On passe à l'immatériel. Totalement. L'auteur cite un observateur qui lâche cette phrase que je trouve assez brutale. Je cite « Le vrai problème de PMS, c'est ça en fait. Il n'est pas un leader. Ouf, voilà, on y est, le reproche ultime. » C'est ça. On entre dans le domaine de l'intangible. C'est très grave comme reproche et en même temps, c'est très difficile à prouver ou à réfuter. Qu'est-ce que ça veut dire un leader au milieu de terrain? Justement, qu'est-ce que ça veut dire? La vision traditionnelle, celle que la source semble défendre, c'est le patron, le joueur qui crie, qui replace les autres, qui prend le jeu à son compte par un geste fou, une frappe, un tacle rageur. Le leader visible. C'est ça, le leader visible, celui qui incarne la révolte. Et le texte le dit bien, il précise qu'il ne prend jamais le jeu pour son compte et qu'il n'essaye pas d'être le patron. Mais je me pose la question, est-ce que cette définition du leader à la Roy Keane, à la Patrick Vieira, est-ce que c'est encore la seule valable aujourd'hui? Le foot a tellement changé tactiquement. C'est une excellente question et on est au cœur du débat, parce qu'il y a une autre vision qui est défendue par des analyses plus modernes. Laquelle? C'est l'idée que le leadership a changé de forme. Un leader aujourd'hui, ça peut être ce qu'on appelle un leader tactique. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort, Mais, celui qui comprend le mieux. exactement. C'est le joueur qui, par ses déplacements, son intelligence de placement, sa capacité à faire le bon choix 99% du temps, structure toute l'équipe. C'est un leadership silencieux, mais qui est fondamental. Et ça colle parfaitement avec ce que dit son entraîneur dans les coupures de presse qu'on a. Il ne parle jamais de Sarr comme d'un aboyeur. Jamais. Qu'est-ce qu'il met en avant alors? Il loue sans cesse sa discipline et son intelligence de jeu.
Il le décrit comme un joueur essentiel à l'équilibre du système. C'est une autre forme de leadership, en fait, un leadership par la fiabilité. Absolument. On a donc un choc entre deux philosophies du football. D'un côté, une attente un peu quasi romantique d'un héros qui va prendre l'équipe sur ses épaules. Oui. Et de l'autre, une appréciation plus cérébrale, plus tactique d'un joueur système. Son influence est moins spectaculaire, mais elle est peut-être plus profonde sur le rendement du collectif. La critique lui reproche de ne pas être un général qui mène la charge. Alors que son coach le voit peut-être comme le chef des transmissions, celui qui huile les rouages de la machine. C'est pas la même chose. Non, pas du tout. Et cette critique sur le leadership, elle débouche sur ce qui est pour moi l'accusation la plus sévère. Une phrase, très courte, lapidaire. Aujourd'hui, on peut rien citer de particulier dans le jeu de PMS qui n'a aucune identité. Ah oui, ça c'est violent. C'est d'une violence. Ça revient à dire qu'il est un joueur quelconque, interchangeable. C'est l'argument massu. L'identité de jeu, c'est la signature d'un joueur, c'est ce qui le rend unique. Pour certains, c'est la passe de Pirlo, la percussion de Kaka, l'abattage de Kanté. On voit tout de suite de quoi on parle. Voilà. Et la source critique suggère que Sarr est un joueur moyen partout, mais excellent nulle part. Une sorte de polyvalence qui devient une absence de spécialité. Alors là, je dois avouer que j'ai du mal à suivre l'argument. Aucune identité. C'est factuellement très très discutable. Pourquoi ? On a sous les yeux des fiches statistiques de plusieurs cabinets d'analyse de données. Et elles dressent un portrait robot très clair. Il est systématiquement dans le top des milieux de première ligue pour les kilomètres parcourus, les pressings réussis et surtout les passes progressives, c'est-à-dire les passes qui font avancer le jeu. Ce n'est pas rien, ça. Bien non, ce n'est pas une identité, ça. L'identité du milieu box-to-box moderne, infatigable et toujours tourné vers l'avant. Et c'est précisément là que les deux mondes s'affrontent. Pour la source critique, son jeu manque de highlights. Deux moments forts. Oui, de gestes qui restent en mémoire. Il n'a pas la frappe de balle de l'un, le dribble de l'autre. Son efficacité est perçue comme lisse, presque invisible. Tandis que pour les autres, Pour les analystes de données et les tacticiens, cette régularité, c'est justement sa plus grande qualité. Son identité, c'est d'être le joueur le plus fiable sur le terrain. Il ne perd presque jamais le ballon, il fait toujours le choix simple, mais juste. Sa polyvalence, ce n'est pas une absence de spécialité, c'est sa spécialité. j'aime beaucoup cette idée. Son talent, ce n'est pas de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire, mais peut-être de faire les choses simples avec un taux de réussite exceptionnel. Et ça, pendant 90 minutes. Exactement. Je me souviens d'avoir observé de près sur un match contre Manchester City la saison dernière. Tottenham souffrait, ils étaient complètement acculés. On aurait pu attendre qu'un milieu prenne le ballon et tente un exploit pour sortir l'équipe de la pression. Lui, rien de tout ça. Mais pendant 30 minutes, il a été le seul à proposer des solutions courtes, à se rendre disponible dans des tout petits espaces, à réussir des passes simples, mais qui permettaient à l'équipe de respirer une seconde. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était vital. Voilà. La critique aurait sans doute vu un joueur qui se cache. Le tacticien, lui, a vu un joueur qui luttait pour la survie du collectif. C'est toute la différence. Et ce qui est fascinant, c'est que cette critique, pour se justifier, elle utilise une formule très marquante. Elle le qualifie de vétéran par le temps qu'il y a passé, mais un outsider par son jeu. La formule est très bien trouvée, c'est un vrai talent d'écriture. Ça sonne bien, c'est vrai, mais avec ce qu'on vient de dire, ça paraît un peu injuste. Ça cristallise l'idée d'une promesse non tenue. Le vétéran, on attend qu'il soit un cadre, une référence. L'outsider, c'est celui qui est en périphérie. C'est ça. L'auteur oppose son ancienneté, qui est un fait, à son influence supposée, qui est une interprétation. Mais on pourrait retourner complètement l'argument. C'est-à-dire ? Et si son jeu d'outsider, ce jeu sans fioriture et dévoué au collectif, était justement la marque d'une grande maturité, la marque d'un vrai vétéran qui a compris que l'équipe passe avant tout. C'est une bonne manière de voir les choses. Et pour enfoncer le clou, l'auteur de la critique termine par une comparaison. Ah, la fameuse comparaison. Il dit que le problème de Sarr, c'est, je cite, « toute la différence avec les Habib Diarra, Lamine Camara ou encore Pape Gueye. Le message est clair, voilà à quoi devrait ressembler un milieu influent. » C'est une technique rhétorique très habile. En citant des noms, la critique devient concrète. On peut visualiser le style de ces joueurs. Oui, on les connaît. Ils sont souvent caractérisés par plus de percussion, de projection, plus d'agressivité. Ça matérialise le reproche. Mais la question est, la comparaison est-elle pertinente ? C'est un peu comme reprocher à un marathonien de ne pas avoir le démarrage explosif d'un sprinter, non ? C'est exactement ça.
On compare des profils qui ont des fonctions différentes dans des équipes différentes. C'est une comparaison de style, pas de valeur ou d'efficacité. Elle révèle surtout le type de joueur que l'auteur de la critique valorise. Il semble préférer des joueurs de rupture, des solistes, à un joueur de liant comme Sarr. Ce n'est pas tant une analyse objective qu'un jugement de goût. Un jugement de goût présenté comme une vérité. Alors, si on essaye de prendre un peu d'auteur pour conclure, on a d'un côté un réquisitoire assez sévère. Oui, Il part du statut de remplaçant pour en arriver à diagnostiquer un manque de leadership, un manque d'identité. Le tout en s'appuyant sur une vision très djihadiste, traditionnelle du rôle de milieu. et qui se termine par une injonction. Oui, le texte conclut en disant que le joueur doit se remettre en question. Et de l'autre côté, on a un ensemble de données, d'analyses tactiques, qu'ils décrivent comme un joueur moderne, intelligent, essentiel à l'équilibre. Un leader plus discret. Un leadership plus discret mais bien réel. Finalement, cette plongée dans les sources sur Pape Makhtar Sarr, elle nous en apprend peut-être moins sur le joueur lui-même que sur la manière dont on regarde le foot aujourd'hui. On assiste à une sorte de conflit entre l'œil et la data, entre l'émotion du geste spectaculaire et l'appréciation de l'efficacité silencieuse. Le texte critique termine par la question « Qu'en pensez-vous ?» La question reste ouverte. Et elle nous force à nous interroger sur nos propres biais. Qu'est-ce qu'on cherche, nous, quand on regarde un match? L'étincelle d'un seul joueur ou la fluidité d'un collectif? La réponse n'est vraiment pas simple. Non, en effet. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une dernière question pour la route. On vous écoute. En se basant sur ce conflit qu'on a vu, si un même joueur peut être jugé en déclin par une analyse et essentiel par une autre, ça signifie peut-être que la notion même de grand joueur n'est plus universelle. Intéressant. Dans le foot ultra spécialisé d'aujourd'hui, la valeur d'un joueur dépend-elle moins de ses qualités intrinsèques que de sa parfaite adéquation avec un système et la philosophie d'un coach? Autrement dit, un joueur n'est-il plus bon dans l'absolu, mais seulement bon pour un certain projet.